Merci à toutes et à toutes et à toutes d'être venus, revenus ce soir. Le thème aujourd'hui, ce sont les croyances collectives ou un certain nombre de croyances collectives. Avant de me lancer là-dedans, je me suis dit que ça pouvait être utile de faire un petit résumé de ce qu'on avait vu la dernière fois sur les croyances individuelles, les rapports entre économie et psychologie des croyances individuelles, puisque c'est sur une certaine partie de ces leçons que l'on va construire aujourd'hui. Donc, le point fondamental, en quelque sorte, ou principal du cours de la dernière fois, c'était que quand on regarde la façon dont les gens forment leurs croyances sur beaucoup de choses, d'abord sur eux-mêmes, leur santé, leur intelligence, leur beauté, leur honnêteté, et aussi sur leur environnement, est-ce qu'ils seront riches ou pauvres? Est-ce que leur entreprise va se porter bien ou mal? Est-ce que les autres méritent qu'on leur donne de l'argent ou qu'on leur prête de l'argent, etc. La façon dont ces croyances sont formées et ajustées en réponse aux informations qu'on reçoit du monde extérieur reflète un mélange de deux grandes composantes. La première, c'est la composante standard de rationalité, c'est-à-dire que les gens cherchent à apprendre, les gens cherchent à être corrects, à éviter les erreurs. C'est souvent difficile. Les gens sont nous sommes sujets à des biais, à des erreurs un peu systématiques. C'est le sujet de toute littérature sur les biais et les heuristiques en économie comportementale. C'est encore plus dur quand il faut deviner ce que croient les autres et coordonner ces croyances avec les autres. Donc là, l'apprentissage est encore plus difficile. Mais en tout cas, c'est ce que les gens essayent de faire. Et donc, je n'approfondirai pas de ce côté-là. De l'autre côté, et c'est là-dessus que j'ai insisté la dernière fois, il y a des motivations ou des émotions psychologiques qui rentrent en compte dans la formation et l'ajustement des croyances. Et donc, nous avions regardé deux types de composantes, ce qu'on peut appeler le côté de la demande. Pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait ne pas vouloir faire face à la vérité, avoir une vision un peu rose du monde, etc. Et là, on avait vu deux grandes causes possibles, soit les besoins affectifs, c'est rassurant, ça fait moins peur, on dort mieux la nuit, on a moins d'ulcères au jour le jour, etc. Les besoins affectifs, ou les besoins fonctionnels, eh bien, si je crois vraiment en moi, si je crois vraiment en mon intelligence, etc., ma persévérance, eh bien, je suis plus apte d'une part, à convaincre les autres, et d'autre part, à me convaincre moi-même de ne pas abandonner, de persévérer dans l'effort, etc. Donc ça, ce sont un peu les aspects du pourquoi, et puis les aspects du comment qu'on avait regardé. C'était en particulier lié au processus dynamique d'attention sélective. Est-ce que je fais plus attention aux bonnes nouvelles ou aux mauvaises nouvelles, d'interprétation et de mémoire spécifiquement? Est-ce que j'ai plus tendance à me rappeler des bonnes choses qu'on a dites sur moi ou des mauvaises choses, et ainsi de suite. Et il y avait aussi une autre stratégie que je n'ai pas mise là, qui était d'éviter l'information a priori, voire même être prêt à payer pour ne pas être informé. Autre point sur lequel j'avais insisté la dernière fois, c'est que tous ces facteurs économiques, mais aussi psychologiques, peuvent être modélisés formellement, mesurés, ce n'est pas toujours facile, mais ça peut se faire, et dans des expériences variées expérimentalement. Donc, on avait présenté un peu un survol de cette littérature récente sur les croyances individuelles en particulier et sur ce qu'on appelle les croyances motivées par des raisons, qui combinaient soit des surveys, mais surtout des expériences en laboratoire ou sur le terrain. J'avais parlé aussi d'un papier de neuroéconomie, des modèles mathématiques et des études empiriques sur des données réelles. Et ce qu'il en était ressorti, donc, c'était que les croyances ne répondent pas exactement comme elles doivent à la règle de Bayes, à ce que demande la rationalité standard. Parfois, elles répondent très peu. Mais elles ne sont pas non plus fixées de façon exogène par des biais qu'on ne peut pas contourner, ni par des déterminants sociaux qui feraient que si on vient de telle ou telle classe, on pense forcément comme ci ou comme ça. À l'inverse, c'était ce que montrait l'évidence, c'était plus ou moins, ou plutôt plus que moins, je dirais, cohérent avec un simple modèle que j'avais présenté, que
que je vais remettre ici. Donc là, il y a un petit peu de notation, mais pour ceux qui n'aiment pas ça, vous pouvez sauter. Qui capture ces effets psychologiques et aussi, bien sûr, les variables économiques. Donc il y avait deux versions du modèle. La version où on peut distordre ses croyances ou son traitement de l'information pour se motiver soi-même à l'effort. Donc dans les deux cas, vous voyez, toute cette partie-là est la même. Très simplement, il y a une personne, on la considère pendant 3 périodes, on peut évidemment répéter. Ici, elle prend une décision d'effort qui coûte quelque chose, il faut travailler, il faut étudier, qui a des bénéfices futurs à une période 2, qui vont engendrer une certaine utilité, un certain niveau de bien-être. I, c'est pour l'individu I, après il y aura plusieurs individus. Et ça va dépendre évidemment du rendement de l'effort. Est-ce que c'est un bon projet, un mauvais projet? Est-ce que la personne est talentueuse ou pas talentueuse? C'est cette variable inconnue θ. Et en début de période, on peut soit acquérir, soit ne pas acquérir de l'information. J'ai laissé ça de côté. Soit ayant de l'information, elle peut être bonne ou mauvaise. Donc ça peut être un drapeau vert ou un drapeau rouge, un signal O, high, ou L, low. Et on a, ça c'est le côté comment, on a des possibilités de distordre sa mémoire, son interprétation, la façon dont on applique la règle de Bayes, etc., qui vont faire que, eh bien, parfois, les mauvaises nouvelles ou les signaux qui sont défavorables, on va s'en rappeler correctement. Et donc, ça va décourager l'effort. On va faire attention à ne pas investir dans des choses trop inutiles, voire trop dangereuses. Et parfois, au contraire, on va censurer, déformer, mal interpréter ou oublier les mauvais signaux, s'en rappeler comme des bons signaux ou des signaux pas trop mauvais. Et là, on est susceptible d'agir plus, d'investir plus, parce qu'on pense que le rendement est plus élevé. Donc ça, évidemment, ça va entraîner des coûts. Parfois, on va faire des grosses erreurs. Mais dans la mesure où on a une tendance a priori, où on pense qu'on a une tendance a priori à ne pas investir suffisamment dans l'effort, ce qu'on appelle le taux d'escompte hyperbolique, ou un manque de self-control, on a peur de laisser tomber trop facilement, eh bien se motiver comme ça par une certaine dose d'optimisme ou de suroptimisme peut être utile. D'accord ? Donc là, on a le pourquoi. Je veux me motiver parce que je pense que je risque d'être trop démotivé après. Et le comment, c'est-à-dire je vais filtrer de façon sélective les signaux que je reçois. Ça, c'est la version instrumentale ou fonctionnelle de l'autodéception, si vous voulez. Et il y a la version très proche, mais qui ne change qu'ici, qui est la version affective ou la version je me sens mieux comme ça, qui est que toujours on prend une action, il y a un certain rendement qui n'est pas connu, sur lequel on obtient des signaux. Les choses peuvent être bonnes ou peuvent être mauvaises, ce à quoi on devrait s'attendre peut être bon ou mauvais en fonction des signaux reçus. Et là, la composante psychologique, c'est qu'en attendant la résolution finale de cette incertitude, qui peut être assez loin, est-ce que mon entreprise va bien marcher ou pas, est-ce que je vais garder ou pas mon emploi, mon époux, etc., on a des sentiments qu'on appelle des sentiments anticipatoires, tels que l'anxiété, l'espoir, la peur, et ainsi de suite, qui font qu'on se sent mieux, on a une utilité supérieure, paramétrisée ici par cet indice S, si on pense que l'avenir est bon ou pas trop mauvais, versus si on pense qu'il est catastrophique. Donc là, le pourquoi on pourrait éventuellement vouloir ne pas avoir des croyances rationnelles au sens traditionnel, c'est que ça a une certaine utilité à court ou à moyen terme, voire à assez long terme, mais encore une fois, ça va entraîner des erreurs. Il va falloir peut-être payer un jour pour ce suroptimisme. Donc, qu'est-ce qui ressortait de ce modèle et qu'est-ce qui ressortait surtout de la littérature empirique et expérimentale qu'on a vue la dernière fois? C'est que les croyances individuelles sont sensibles à ces trade-offs, à ces arbitrages, on va dire, entre les coûts et les bénéfices de croyances exactes ou se rapprochant de croyances exactes versus se rapprochant de croyances désirables. Et ces coûts et ces bénéfices sont à la fois psychologiques et économiques, tels que je viens de les montrer. Donc, ça se traduit par un certain nombre d'implications empiriques et on a regardé un certain nombre de tests.
souvent, donc, les gens vont ne pas vouloir, s'ils partent avec des croyances avec lesquelles ils sont relativement confortables, ils vont vouloir les défendre, ne pas les mettre en danger. Ils vont être prêts à payer ou à faire des sacrifices pour ne pas être informés. À l'inverse, si leurs croyances sont mauvaises, ils vont vraiment vouloir de l'information qui peut-être va les rendre plus optimistes. Deuxièmement et surtout, on a vu beaucoup d'évidences empiriques du fait que les gens ajustent leurs croyances ou actualisent leurs croyances de façon asymétrique quand ils reçoivent des bonnes et des nouvelles, encore une fois, sur leur intelligence, sur leur beauté, sur les rendements de leurs projets, sur les rendements de leur éducation, et ainsi de suite, sur la façon dont ils risquent d'être payés après, etc. Et en particulier, cet ajustement asymétrique des bonnes et des mauvaises croyances, ce qu'on avait appelé dans un papier l'effet bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, passe en grande partie par la mémoire, la mémorisation asymétrique. Et enfin, une autre implication qu'on avait vue et sur laquelle on va revenir, c'est ce que j'ai appelé la dépendance aux enjeux, c'est-à-dire qu'en fonction des enjeux ou des dotations initiales qu'ont les gens. Est-ce que j'ai beaucoup de capital humain? Est-ce que j'ai beaucoup de capital financier? Est-ce que j'ai beaucoup de capital social, etc. Les croyances vont se distordre dans le sens prédit par la théorie, qui fait qu'on va avoir tendance à, en quelque sorte, aimer ce qu'on a et ne pas trop regretter ce qu'on n'a pas, ce qui est assez classique. D'accord ? Comme on l'a vu, ce genre de croyances motivées ou de traitement motivé de l'information a des conséquences importantes pour la santé, les décisions de santé, les décisions d'entreprise, investissement et même les décisions éthiques. Et donc maintenant, le but, c'est de dire, supposons que nous soyons confortables avec l'idée que, dans une certaine mesure, les gens arbitrent entre croyances exactes et croyances désirables. Que se passe-t-il quand ils ne sont pas simplement des individus, mais ce sont des gens dans des organisations, dans des groupes qui interagissent entre eux? Donc là, on va commencer par des groupes assez petits, typiquement une entreprise, un projet, voire une agence gouvernementale. Après, on va s'intéresser à des groupes plus grands, les marchés financiers. Et ensuite, encore plus grand, en quelque sorte, un pays. On va parler d'idéologie, qui sont certaines croyances particulières. Et là, je m'intéresse surtout aux croyances croyances au marché versus croyances en l'État, et les croyances concernant pourquoi il y a des gens qui sont pauvres, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont riches, et qu'est-ce qu'on doit faire à ce sujet. Comme il y a beaucoup de choses, il y a une bonne possibilité que je n'arrive pas aujourd'hui au bout de ce numéro 3, auquel cas je continuerai au dernier cours qui va reprendre un peu des thèmes d'économie politique. Mais j'espère en tout cas couvrir ceci et peut-être une partie de cela. Bien. Alors, donc, pensons organisation, entreprise, etc., croyances collectives, culture de groupe, culture d'entreprise, ce sont des mots qu'on entend souvent, et le fait que parfois ça donne des bons résultats et parfois ça donne des résultats désastreux parce que, dit-on, l'entreprise, le groupe, l'équipe s'est aveuglé, plus ou moins volontairement. Donc là, je vais juste motiver ça par quelques citations, pour donner un peu une idée de ce qui a engendré, si vous voulez, cet agenda de recherche. Donc ça, c'est extrait d'un des rapports officiels d'investigation suite à l'accident de la navette Columbia. Et donc il y a des causes techniques, etc. Mais in fine, ce qu'ils disent, c'est que l'accident de la navette spatiale Columbia, c'est une illustration malheureuse de la culture, du biais culturel très fort de la NASA, de sa pensée organisationnelle optimiste ou suroptimisme, qui ont détruit ou qui ont sapé les fondements de la bonne prise de décision. D'accord ? Donc là, on a des gens qui sont penchés là-dessus pendant des mois, on regardait tous les emails, on regardait les rapports, et leur conclusion, c'est qu'il y avait une culture optimiste, un biais culturel une espèce d'hubris en quelque sorte, et que ça a eu des conséquences désastreuses. Un autre exemple, c'est donc un article du Wall Street Journal là, que j'ai trouvé qui parlait du long déclin pendant de longues décades de General Motors,
qui, en fait, n'a pas voulu voir, disait l'article, la montée des concurrents japonais, la transition vers les voitures plus petites, etc. Et les gens en haut, apparemment, étaient dans le déni. En tout cas, c'est ce que nous dit cet article. Donc là, quand on lit ça, ou quand je lis ça, je me dis c'est très intéressant, on lit beaucoup de choses comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire une entreprise qui est dans le déni? Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise qui a une culture suroptimiste? On n'a pas vraiment de modèle de ça, donc on voudrait avoir au moins un modèle de ça. Ça ne sera pas forcément, ou sûrement pas le modèle définitif, mais enfin, on voudrait avoir des modèles de ça. De même, dans les marchés financiers, alors là, c'est mieux, c'est plus connu en quelque sorte. On a en particulier les travaux de Robert Shiller, qui a eu le prix Nobel, sur l'exubérance irrationnelle dans les marchés financiers, qui s'accompagne souvent de ce qu'il appelle la rationalisation en termes de c'est une ère nouvelle, donc les anciennes règles ne s'appliquent plus, il n'y a plus raison d'utiliser les ratios financiers standards, etc. Et donc, l'idée, c'est que soit les gens qui achètent des maisons, soit les gens qui leur prêtent, les régulateurs qui prêtent aux banques, les banques qui accumulent des prêts basés sur le mobilier, etc., sont eux-mêmes aussi dans une espèce d'aveuglement, en particulier émotif. Ce n'est pas simplement que c'est compliqué, c'est aussi qu'ils ne veulent pas voir, ou ils trouvent des raisons de ne pas voir, du genre c'est une nouvelle ère, les anciennes règles ne s'appliquent plus. Avant ça, on avait l'affaire Madoff, avant ça, la bulle Internet, etc. Tout ça sont des effets récurrents. Il y a quelques années, il y a eu un livre qui a eu beaucoup de succès de deux économistes, Reinhardt et Rogoff. Eux, ils parlaient surtout de la dette publique et certains désastres de dette publique. Et une de leurs conclusions, encore une fois, c'était que la capacité des gouvernements, donc ce n'est pas seulement le secteur privé, et des investisseurs à se décevoir eux-mêmes ou à pratiquer l'autodéception qui engendre des épisodes périodiques d'euphorie qui se terminent souvent en larmes, semble avoir été constante depuis les années 1800. D'accord ? Donc là, c'est pareil, on n'a pas vraiment de modèle de gouvernement qui font de l'autodéception. Donc qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, un gouvernement, une organisation qui fait de l'autodéception ? Donc ce que je vais faire là, c'est présenter, avec un petit peu de notation, mais ce n'est pas la peine d'y faire super attention, le modèle ou la version groupe du modèle qu'on avait vu la dernière fois avec des individus, et en tirer certaines implications. Évidemment, ça sera beaucoup plus difficile à tester que dans un laboratoire, parce qu'on ne peut pas aussi facilement faire des expériences sur les marchés financiers, sur les gouvernements, sur les entreprises, etc. Mais les gens empiriques sont très créatifs, et on va voir qu'il y a de l'évidence qui va dans ce sens-là. Donc ce que je veux faire là, c'est montrer comment on va changer. Donc je vais prendre une des deux versions de ce modèle-là, celle-ci par exemple, où les gens peuvent vouloir distordre leurs croyances parce que quand on a des mauvaises nouvelles, voire des très mauvaises nouvelles, ça fait peur, on ne veut pas y croire, etc. On veut garder l'espoir et ainsi de suite. Donc basé sur les émotions anticipatoires. Et au lieu d'avoir un seul agent, monsieur ou madame I, un seul individu I, on va les mettre en groupe et ils vont interagir en groupe. Et on va se poser la question de est-ce que leurs croyances dépendent les unes des autres. Donc, alors d'abord sans le petit graphique. Donc encore une fois, à la période 1, les gens, en prenant une entreprise, les gens vont investir de l'argent, de l'effort, des idées, etc. dans l'entreprise, dans un projet et ainsi de suite. Plus tard, on va être récompensé plus ou moins de cela, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que chacun a fait, donc c'est là l'aspect de groupe, il va y avoir des bénéfices ou des coûts, on va être riche ou on va faire faillite, etc. Et c'est là que se trouve l'incertitude, on ne sait pas si le projet va être bon ou mauvais. En attendant de savoir, on est sujet à ces émotions anticipées, on a peur de perdre son travail, sa pension, etc. Ou au contraire, on est content quand ça a l'air de bien marcher. Donc ça, c'est de là qu'on va avoir un trade-off, un arbitrage entre croyances désirables et croyances exactes qui vont faire que si le projet est mauvais, j'aimerais mieux ne pas investir trop dedans. Et à la période 1, encore une fois, c'est là qu'on traite l'information, consciemment ou inconsciemment. On observe
un signal sur le projet, sur le produit, sur le marché, sur est-ce qu'il y a une bulle ou pas, etc. Et on peut soit la traiter de façon objectivement, s'en souvenir, et ainsi de suite, ou au contraire, regarder de l'autre côté, mal interpréter, oublier, et toutes les autres stratégies dont on parlait la dernière fois. D'accord ? Et donc, la seule chose qui a changé maintenant, c'est que ces payoffs finaux dépendent non seulement de ce que moi je fais et de cet état de la nature, mais de ce que font les autres. Donc, c'est le même graphique qu'avant. Sauf qu'en dernière période, ce que je vais recevoir, ce que va recevoir l'individu I, en termes financiers ou autres, de carrière, dépend de ce qu'il aura fait, l'individu I, et de ce qu'auront fait les autres, c'est-à-dire qu'on dénote par moins I, c'est-à-dire tout le monde sauf I. Et donc, ce que l'individu I recevra dépendra. C'est une moyenne pondérée de son effort et de l'effort des autres investis dans le projet. Et bien sûr, tout ça est affecté par est-ce que c'était un bon projet, un mauvais projet, un très mauvais projet qui va engendrer des gains ou des pertes. D'accord ? Et la question qu'on se pose avec ce petit modèle ou des modèles un peu plus riches, c'est de dire dans quel cas quelles sont les structures d'interaction qui vont faire que les gens vont avoir tendance à adopter les croyances des autres, que les croyances vont être contagieuses ou pas. Donc là, à noter aussi que pour l'instant, tout le monde joue un rôle symétrique, tout le monde joue le même rôle dans l'entreprise, tout le monde est identique. Après, on pourra penser à des cas plus compliqués comme des hiérarchies, etc. Et ce qui est important de remarquer maintenant, sans faire encore une fois très attention à la notation, mais j'insisterai beaucoup là-dessus, c'est que ce que l'agent I ou l'individu I va recevoir, maintenant, il y a une partie qu'il ou elle contrôle en fonction de son effort, et une partie qu'il ou elle ne contrôle pas, qui dépend de ce que font les autres. Et ce que font les autres va dépendre de ce que croient les autres, et de ce que croient les autres va dépendre de comment les autres réagissent aux bonnes ou aux mauvaises nouvelles. D'accord ? Donc, dans une certaine mesure, je deviens tributaire des croyances des autres avec lesquelles j'interagis. Donc, encore une fois, étant donné un signal, un bon ou un mauvais signal, on peut le garder en mémoire ou pas. Ça, je vais sauter puisque j'en ai parlé la dernière fois. Et je vais aller directement au résultat qui sort de ce modèle. Alors, ça, c'est un graphique qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire quelle est la façon optimale, si vous voulez, de répondre ou de traiter les mauvaises nouvelles, donc l'état L, le projet n'a pas l'air bon, l'entreprise a l'air corrompue ou va faire faillite, etc., le chef a l'air un peu bizarre. Eh bien, ici, j'ai mis le poids dans l'utilité ou dans le bien-être des gens, le poids des facteurs psychologiques qu'on a introduits, en particulier de ces croyances anticipées, mais ça peut aussi être la motivation qu'on cherche à se donner, etc. Donc, quand cette variable-là est 0, on a affaire à un agent économique classique, qui n'a pas d'état d'âme, on va dire, et qui veut simplement traiter l'information du mieux que possible, étant donné ses capacités. Donc, s'il y a des mauvaises nouvelles, un agent classique dit, bon, il y a des mauvaises nouvelles, c'est comme ça, j'investis pas, je sais que ça va mal se passer, mais j'y peux rien. Au fur et à mesure qu'on augmente l'intensité de ces sentiments anticipatoires, anxiété, espoir, etc., on va aller vers une dominance plus forte des facteurs psychologiques qui vont faire que petit à petit, le degré de réalisme de l'agent va diminuer, sa probabilité de se souvenir ou d'interpréter correctement les bonnes nouvelles va diminuer avec le poids de ces facteurs psychologiques jusqu'à devenir, au-delà d'un certain seuil, 0. Et quand c'est 0, ça veut dire je censure toutes les mauvaises nouvelles ou je les oublie et je vois en quelque sorte la vie en rose. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, et on avait vu comment donc, les résultats de cet arbitrage dépendent des bénéfices psychologiques de l'autodéception, s'il y en a, des coûts à faire des erreurs, plus les coûts des erreurs qu'on va faire deviennent grands, ce graphique bouge vers la droite, c'est-à-dire on devient plus réaliste, etc. La nouvelle question, c'est maintenant, est-ce que le wishful thinking, ou en français on dit les vœux pieux, mais je crois que ça ne correspond pas exactement, est-ce que l'autodéception ou l'aveuglement, en quelque sorte, va devenir contagieux? Est-ce que s'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette région-là, moi, ça va me pousser à aussi être dans cette région-là, ou est-ce qu'au contraire, ça va me pousser à être dans cette région-ci? Donc c'est ça la nouvelle question.
Et là, on traite ça par la théorie des jeux, etc. Peu importe, je vais montrer les deux intuitions essentielles qui en sortent et qui sont très simples et qu'il y a deux cas très différents. Et ces deux cas très différents sont ceux où le fait que les autres s'aveuglent est bon pour moi ou le fait que les autres s'aveuglent est mauvais pour moi. Est-ce que ça rend les choses un peu mieux ou est-ce que ça les rend encore pire? Donc le premier cas, alors rappelons-nous que le rendement de ce projet dans lequel nous investissons tous, c'est cette variable θ. Elle peut être élevée, θH, ou elle peut être faible, voire négative, si ça va entraîner des pertes, θL. Là, c'est le cas où, quand il y a des mauvaises nouvelles, elles sont mauvaises, mais elles ne sont pas trop mauvaises. Et en particulier, dans les mauvais états de la nature, c'est encore bon pour moi que les autres persévèrent. Pensons par exemple à une équipe de sport. Il y a des indications comme quoi l'autre équipe est bien meilleure. C'est peut-être pas la peine que je fournisse trop d'efforts et que je risque d'être blessé pour marquer un but, etc. Parce que de toute façon, il est très probable qu'on va perdre. Par contre, si mes coéquipiers gardent le moral et essayent dur comme fer de marquer, etc., prennent des risques, eux, eh bien, c'est toujours bon pour moi parce que ce rendement social est positif. Donc, si on revient à si le θ est positif, eh bien, le fait que les autres investissent, même quand le coût de l'effort est supérieur à ce qu'ils peuvent en attendre, c'est bon pour moi. D'accord ? Donc, ça, c'est le cas de projet où quand on est dans le mauvais état de la nature, c'est pas trop mauvais, les risques sont relativement limités. Donc dans ce cas-là, le fait, comme dans l'équipe de foot, le fait que les autres gardent le moral, c'est quelque chose qui rend ce mauvais état de la nature moins mauvais. Bien sûr, j'aimerais mieux que l'autre équipe soit inférieure statistiquement, mais c'est pas si mal que ça, parce que les autres vont continuer à faire des efforts. Bien sûr, j'aimerais mieux que notre produit soit un super produit. Les études de marché disent que ce n'est pas vraiment un super produit, mais je suis content que les autres continuent à vendre ce produit parce que ça va engendrer des bénéfices pour l'entreprise ou des emplois pour l'entreprise et je vais en récupérer une partie. Donc la réalité n'est pas la meilleure possible. J'aimerais mieux que ce θ, au lieu d'être bas, il soit élevé. Mais étant donné qu'il est bas, le fait que les autres ne le voient pas ou l'oublient et continuent à travailler comme des fous, ça rend les choses moins mauvaises. D'accord ? Donc le fait que les autres ignorent les mauvaises nouvelles est meilleur pour moi et donc me rend plus apte à faire face à la réalité. On peut même penser, et on verra tout à l'heure, à un cas un peu extrême où je gagne à ce que les autres ne voient pas qu'on est dans un mauvais état de la nature. Alors là, je suis très content de dire oui, la réalité, c'est que l'état est L, et les autres vont se planter, et moi, je vais en retirer des tas de bénéfices. Là, il n'y a aucune raison pour moi de ne pas reconnaître que l'état de la nature est L. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de mon diagramme? Ça veut dire que cet arbitrage entre coûts et bénéfices économiques et psychologiques des croyances exactes ou des croyances désirées va se déplacer vers plus de réalisme. C'est-à-dire, si je compare, disons, deux personnes, l'une est dans une organisation où les autres sont des réalistes, c'est-à-dire quand les mauvaises nouvelles arrivent, ils disent « OK, il y a des mauvaises nouvelles, on arrête d'investir, on arrête de faire des efforts, etc. » On limite la casse. Et un autre qui est dans une organisation entourée de gens qui sont dans le déni, qui disent « Non, non, il faut y croire, on va continuer à travailler, on va continuer à investir, etc. » Si c'est bon pour moi, cette réalité est moins mauvaise qu'autrement. Donc, l'ensemble des paramètres, on va dire, sur lesquels je suis prêt à être réaliste augmente, et l'ensemble des paramètres sur lesquels je suis prêt à être suroptimiste diminue. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Le cas le plus intéressant, c'est le cas numéro 2. Ce sont des projets qui ont des grands risques. Alors peut-être que quand c'est bon, c'est très bon, mais quand c'est mauvais, c'est très mauvais. Et en particulier, ça a entraîné des pertes. Et plus les autres continuent dans la même voie, plus les pertes seront grandes et plus la part de ces pertes que je vais subir sera élevée. Donc, exemple, Enron, dont on parlera tout à l'heure, plus on fait des montages financiers douteux, illégaux, etc., plus la probabilité que l'entreprise
soit découverte, faille faillite, que je perde mon emploi, que je perde ma pension, etc., augmente. Ça, c'est un cas où la persévérance des autres dans l'erreur ou dans l'aveuglement est mauvaise pour moi et rend une réalité que déjà j'avais du mal à accepter. J'aurais bien aimé qu'on ait un bon projet, mais on n'a pas un bon projet, on a un projet qui va entraîner des pertes. Le fait que les autres s'aveuglent va augmenter encore ces pertes. Pareil si l'entreprise accumule encore plus de dettes, etc. Donc là, le déni de réalité des autres aggrave une réalité qui déjà me faisait peur et donc me pousse et à laquelle je ne peux rien, puisque où je ne peux pas grand-chose. Je suis petit dans cette entreprise. Donc, ça va pousser les gens encore plus dans le déni. Pour parler de façon imaginée, si le capitaine du navire est fou et qu'on n'y peut rien, ben on va tendance à avoir envie de penser que peut-être il n'est pas complètement fou. C'est un peu le syndrome de Stockholm. Donc là, si je compare encore une fois le même individu dans une entreprise où les autres sont réalistes, et donc quand ils voient des drapeaux rouges, des signaux de danger, ils disent « Ok, on arrête, on stoppe, on n'investit plus, on ne fait plus des choses risquées », et une autre où ils sont dans le déni, et en quelque sorte ils doublent la mise, ça se fait encore plus peur, donc ça va pousser ce degré de réalisme optimal, cette réponse à l'environnement, en direction de plus de déni. Donc ça le pousse vers plus de déni. Donc voilà, ce sont là les deux grands cas. Donc c'est ce que j'appelle, en plaisantant un peu, le principe de déception mutuellement assurée, qui est que quand est-ce que le fait que les autres s'aveuglent va faire que chacun va avoir tendance à s'aveugler, donc l'aveuglement va être contagieux ou pas. Eh bien, c'est précisément dans le cas où on ne voudrait pas que ça soit contagieux. Quand l'optimisme est bénéfique, eh bien, plus les autres sont optimistes, plus je vais avoir tendance à être réaliste, plus la réalité est tolérable, parce que leur optimisme est bénéfique pour moi. Quand le déni est mauvais, c'est là, au contraire, qu'il se propage, parce qu'il rend la réalité encore plus effrayante, encore plus difficile à accepter. Donc les croyances s'amplifient les unes les autres. Donc c'est une espèce de multiplicateur psychologique dans ce cas-là, qui fait que plus je suis entouré de gens qui sont dans le déni, plus je vais avoir tendance à être dans le déni, ce qui évidemment va entraîner le voisin à être aussi dans le déni, etc. Ou au contraire, plus je suis entouré de réalistes, plus il y aura de réalisme. Donc ça, c'était un peu comment les gens vont répondre à leur environnement social ou économique en fonction de est-ce qu'ils sont entourés de gens qui persévèrent dans l'erreur et est-ce que c'est bon pour eux ou mauvais pour eux que les autres s'aveuglent. Maintenant, on va chercher ce qu'on appelle un équilibre, c'est-à-dire qu'est-ce qui ressort de tout ça quand chacun se conduit de cette façon-là, c'est-à-dire on cherche comment un groupe va se comporter à long terme, si vous voulez, de façon stable. Donc une culture d'entreprise, ou ce que les psychologues appellent la cognition sociale, donc un ensemble de croyances qui est stable au sens que, étant donné que les autres croient ceci et agissent en conséquence, eh bien moi aussi je veux croire ceci et j'agis en conséquence et ça se reproduit. D'accord ? Donc ça la notion d'équilibre. Donc, dernier petit graphique ou série de graphiques. Là. Donc, comment voir un équilibre sur les figures qu'on a regardées ? Bien, si je regarde encore une fois mes deux cas, donc le premier cas, c'était celui où l'aveuglement ou l'ignorance des autres est bonne pour moi, améliore une réalité qui n'était pas terrible. Donc, ce que je veux, c'est je cherche des situations où quand les autres sont réalistes, donc c'était la courbe noire, moi je veux être réaliste. Donc c'est là où quand les autres sont à un degré de réalisme égal à 1, moi je veux être à un degré de réalisme égal à 1, c'est jusqu'à ce niveau-là. Quand est-ce qu'on va tous être aveuglés ? Pour tous être aveuglés, il faut qu'on soit ici, c'est-à-dire étant donné que les autres sont aveuglés, moi ma meilleure réponse c'est d'être aveuglé aussi. Donc il faut que les facteurs psychologiques soient suffisamment puissants. Entre les deux, on a ces effets compensatoires, c'est-à-dire plus ils sont optimistes, plus je suis réaliste, moins ils sont optimistes. Donc on va terminer avec une certaine proportion qui est un petit peu entre les deux, de réalistes et d'optimistes.
Okay. Donc, voilà en quelque sorte à quoi ressemble un équilibre en fonction des facteurs psychologiques ou en fonction des facteurs économiques qui poussent dans cette direction-là, dans le cas de risques limités ou dans le cas de biens publics, etc. L'autre cas est le plus intéressant, c'est celui où il y a contagion. Si la contagion est suffisamment forte, donc quand je prends ma meilleure façon de penser, ou ma façon de penser la plus adaptée quand je suis entouré de gens réalistes, c'est la courbe noire. Quand je suis entouré de gens réalistes, c'est la courbe bleue, comme on avait vu tout à l'heure. Et bien maintenant, on voit que jusqu'ici, quand je suis entouré de gens réalistes, eh bien c'est optimal pour moi d'être réaliste. Et puis de là, à partir de là, si je suis entouré de gens aveuglés, je vais aussi m'aveugler. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a ce qu'on appelle des équilibres multiples, c'est-à-dire il y a une zone, peu importe ce qui est écrit là, mais enfin on voit qu'il y a une zone, il y a un segment où la même entreprise, le même groupe, peut avoir une culture réaliste, c'est-à-dire ici, on peut être là, c'est-à-dire si tout le monde est réaliste, je serai aussi réaliste, ou une culture d'aveuglement collectif, une culture suroptimiste, une culture un peu comme la NASA. Tout le monde est suroptimiste, et donc moi, ma meilleure réponse, c'est d'être suroptimiste aussi. Donc c'est ça qu'on appelle, en tout cas dans ce modèle, la pensée de groupe. Donc, et quand est-ce qu'on peut avoir la pensée de groupe? C'est ça qui est un peu intéressant, parce que ça peut donner lieu à des tests, etc. Donc là, il y a une petite formule, mais l'intuition est facile aussi. Donc on peut avoir deux entreprises ou deux équipes ou deux groupes qui sont par ailleurs identiques, mais l'un fait face à la réalité de façon objective et l'autre maintient des illusions positives. Les deux peuvent coexister. Quand cette condition-là est satisfaite, qu'est-ce qu'elle dit, cette condition-là? Elle dit la chose suivante: il faut que le mauvais état de la nature soit a priori pas trop plausible, pour qu'on puisse, ça ne soit pas trop implausible de penser qu'on est dans le bon état. Il faut évidemment qu'il y ait une différence entre le bon état et le mauvais état de la nature. Et surtout, il faut que ce terme-là, ce sont les pertes que me font subir les autres quand ils s'aveuglent. D'accord ? Donc, quand les autres s'aveuglent, ils devraient arrêter d'investir, arrêter de faire de la dette, arrêter de tricher, etc. Mais ils ne le font pas. Donc, au lieu d'engendrer 0, ils engendrent une perte de ce qu'on appelait θL, qui dans ce cas-là est négatif. Et moi, je suis tributaire pour une fraction 1 moins alpha du résultat du groupe. Donc, ce degré de 1 moins alpha, c'est ce que j'appelle le degré de codépendance ou d'interdépendance. C'est la partie de mon bien-être ou la partie de mes gains, simplement, que je ne contrôle pas, qui dépend de ce que font les autres. Eh bien, si cette partie-là est importante, et si quand les autres s'aveuglent, ça fait des pertes supplémentaires pour moi très fortes, c'est là que le multiplicateur entre en jeu, et c'est là que leur aveuglement va devenir contagieux. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique, ces conditions-là? Eh bien, ça veut dire que nos destins sont liés. Je ne peux pas m'échapper de cette entreprise, de ce gouvernement, de cette équipe, etc. C'est là qu'on va avoir de la pensée de groupe. Où les risques auxquels on fait face sont des risques qui sont relativement rares. A priori, ça n'arrive pas souvent, qu'on soit dans une mauvaise situation. Mais quand ça arrive, c'est vraiment très mauvais. Il y a une grosse différence entre θH et θL, et en particulier dans le mauvais état de la nature, il y a des grosses pertes. Donc ça, c'est ce que dans la littérature qui parle un peu des marchés financiers, on appelle des signes noirs. Ce sont des événements rares, mais quand ils arrivent, c'est très mauvais. Ce sont précisément ce genre d'événements auxquels on risque de réagir par un aveuglement collectif. Autre chose à observer, c'est que si on pourrait faire une expérience, ça n'a pas été fait, mais dans laquelle on varie la façon dont les gens sont payés en fonction de ce qu'ils font, de ce que font les autres, etc. On pourrait varier le degré d'interdépendance, on pourrait varier ce que reçoivent les gens dans le bon et le mauvais état de la nature, la probabilité de chaque état de la nature. Donc, on pourrait tester toutes ces implications. D'accord ? Bien. Un petit mot sur les groupes asymétriques, et puis on va regarder des implications empiriques. Donc là, tout le monde était pareil, tout le monde était symétrique, en particulier tout le monde avait le même effet sur les autres, ou le même degré de dépendance par rapport aux autres.
Bien sûr, dans la réalité, il y a des gens qui ont plus d'influence que d'autres, et donc c'est ça qu'on va regarder. En particulier, on peut penser dans une entreprise, si les patrons s'aveuglent, enfin si le management s'aveugle et fait des erreurs, ça a plus de conséquences pour les ouvriers ou pour les employés que si les employés s'aveuglent, ça n'a de conséquences pour le management. Donc, on va regarder ce cas-là. Je vais sauter le... Ça, c'est juste pour dire qu'on peut augmenter le modèle pour autoriser des rôles différents. Donc là, on a pris deux personnes, la personne J et la personne I. Et les effets de la personne J sur la personne I ne sont pas forcément les mêmes que ceux de I sur J. Ces effets peuvent dépendre de si on est dans le bon état de la nature ou dans le mauvais état de la nature. Et ils peuvent dépendre de est-ce que j'investis ou est-ce que je n'investis pas. Bon, je vais sauter ça. Je vais aller directement à l'exemple d'une hiérarchie avec un agent ou des agents qu'on va appeler le management, agent 1, et d'autres agents en dessous qu'on va appeler le ou les agents 2, les employés. Et supposons qu'on a eu des mauvaises nouvelles ou des mauvais signaux sur les performances qu'il y aurait lieu d'attendre de l'entreprise sur le marché, sur le produit, récession, etc. Comment est-ce que les gens vont réagir? L'idée, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que les managers répondent de façon réaliste ou pas réaliste a beaucoup plus d'impact sur le bien-être des ouvriers que l'inverse. Par exemple, s'ils s'aveuglent, donc ça veut dire que l'effet des managers 1 sur les ouvriers 2 dans le mauvais état de la nature est beaucoup plus grand que l'effet que leur effet est grand. Et ça, c'est la différence entre s'ils persistent versus s'ils ne persistent pas. Donc, ils vont continuer à investir, vont continuer à ouvrir des branches, ils vont continuer à faire de la dette, etc. Ça implique des gros risques sur les employés auxquels ils ne peuvent rien. Un risque de perte d'emploi, risque de perte de pension s'ils ont des parts dans l'entreprise, etc. À l'inverse, si ce sont les ouvriers qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas reconnaître que l'entreprise n'a pas des perspectives très riantes et qu'ils font une erreur, quel genre d'erreur ils vont faire? Ils vont rester, ils vont continuer à travailler dur. Et ça, ce n'est pas forcément mauvais pour le management, ça peut même être bon. D'accord? Donc, ce principe de ce que j'ai appelé codépendance ou d'interdépendance fait que la réalité des employés va être beaucoup plus affectée par les croyances du management que la réalité du management n'est affectée par les croyances des ouvriers. Donc, ce qui ressort de cette intuition et ce qui ressort du modèle, c'est qu'on va avoir une espèce de ruissellement des croyances, justes ou fausses, du haut vers le bas. Ou, pour le dire autrement, les subordonnés vont adopter la façon de voir le monde qui est celle de leurs supérieurs. Donc, si les supérieurs, si le management n'est pas très enclin à ces sentiments anticipatoires, etc., ou ne sont pas très dépendants de ce projet, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, n'ont pas trop de risques dans ce projet, ils vont avoir tendance à se comporter de façon réaliste, c'était la proposition que j'avais avant, et s'ils se comportent de façon réaliste, eh bien, dans le mauvais état de la nature, quand l'entreprise ne va pas très bien, on sait qu'au moins il limite les pertes, donc les subordonnés vont aussi avoir tendance à être réalistes. À l'inverse, s'ils sont enclins au déni de réalité, soit à cause de caractéristiques psychologiques qui sont très sujets à ces émotions d'anxiété, etc., soit pour des raisons économiques, ils ont toutes leurs billes dans le projet, ou si le projet se casse la figure, c'est très mauvais pour eux, en raison d'incitation financière, eh bien alors ils vont avoir une forte propensité au déni, et cette propensité va se répandre dans la hiérarchie vers les subordonnés. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut, comme j'ai dit, on pourrait faire des expériences là-dessus, ça n'a pas vraiment été fait, mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir s'il y a des choses comme ça ou ce qui est aussi intéressant dans le monde extérieur. Donc, regardons un peu d'évidence sur ces questions-là. D'abord, un peu d'évidence informelle. Ensuite, on va s'intéresser de plus près au marché financier, où là, on verra de l'évidence plus précise, parce que c'est là qu'il y a des données. D'accord ?
Donc, sur cette histoire de codépendance, ou ce qu'on pourrait appeler capture cognitive, c'est-à-dire que les gens vont avoir tendance à ajuster leurs croyances sur celles de ceux dont ils dépendent, et surtout sur celles de ceux dont ils dépendent quand les choses vont mal. On peut remarquer les choses suivantes. On peut regarder sur Enron, il y a des tas de livres qui ont été écrits. Ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, comme vous le savez sans doute, les gens investissent dans une large mesure eux-mêmes pour leur pension, pour leur retraite, et souvent dans le capital de leur entreprise. Les employés d'Enron, et là je ne parle pas du top management forcément, en moyenne, ils avaient 58% de leur portefeuille de retraite, de leur capital de retraite, investi dans le management, en stock de Enron. Pourquoi? Parce qu'une partie de leur rémunération était payée sous cette forme-là, parce qu'ils avaient des facilités pour acheter des actions d'Enron, etc. Donc ils étaient très peu diversifiés, ce qui est toujours une mauvaise idée. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils auraient pu vendre ou réallouer dans leur portefeuille leurs actions d'Enron, les vendre et acheter autre chose qui aurait alors constitué leur capital de retraite. Et donc c'est ce que montrent ces analyses, c'est que jusqu'au dernier moment, pratiquement, jusque les quelques semaines ou même une semaine avant la faillite complète de l'entreprise, la plupart d'entre eux continuent à y croire. Comment on sait qu'ils continuent à y croire? Ils n'ont pas vendu leurs actions, ils ont gardé 58% de leur capital retraite dans le portefeuille en actions d'Enron. Pareil chez Bear Stearns, cette banque d'investissement qui a fait faillite pendant la crise financière. Jusqu'au dernier jour, 30% du capital était détenu par les employés. Et encore une fois, alors là c'est intéressant parce que c'est dans la finance, et le principe numéro 1 de la finance, c'est qu'il faut diversifier. Donc ils n'étaient pas diversifiés, et jusqu'au dernier jour, ils ont gardé le stock. On verra d'autres exemples en quelque sorte de cette faillite de la diversification. Quand les mauvaises nouvelles arrivent, les gens ne retirent pas leurs billes, ils gardent leurs billes, même des fois ils rajoutent des billes, qui est un peu la prédiction de ce genre de modèle. Il y a un type de capital qui est très difficile à diversifier, c'est le capital humain, professionnel, social, etc. Et là, ça joue ça peut jouer de façon très puissante. Si je suis quelqu'un qui est dans la finance ou quelqu'un qui, dans le secteur de la finance, qui s'occupe du marché de l'immobilier ou qui est adossé au marché de l'immobilier, c'est ça mon capital professionnel, c'est ça que je sais faire. Ça va être très difficile pour moi de penser qu'il va y avoir un crash terrible du marché de l'immobilier, qu'on va tous perdre beaucoup d'argent et que je vais peut-être aussi perdre mon emploi. On va voir ça aussi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui ressort? Comment faire pour éviter cette pensée de groupe, en tout cas dans les cas où elle est mauvaise? Donc, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de dire. Diversification. Diversification aussi bien des sources de revenus que des sources d'information, que des actifs, pensions, fonds de retraite, etc. Parce que l'inverse de la diversification, c'est la codépendance, et c'est la codépendance qui entraîne la pensée de groupe. Le fait qu'il faut rendre assez facile aux gens de sortir, justement, de sortir de l'entreprise, sortir du groupe, sortir des actifs. Interagir avec des gens qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas les mêmes degrés de dépendance. Et aussi, ce que font certaines entreprises, mais c'est difficile, mettre explicitement des avocats du diable au sein de l'entreprise, dont le rôle est de dire ces mauvaises nouvelles que vous essayez d'oublier, d'enfouir, etc., moi je vais vous les rappeler tous les jours, fortement, bruyamment, etc., pour que vous ne les oubliez pas. Ce qui est difficile, là, c'est qu'a priori, une entreprise se dit, oui, s'il y a le risque qu'on s'aveugle collectivement, qu'on fasse de la pensée de groupe, etc., comme Enron, comme ces autres, etc., on aimerait bien avoir un avocat du diable, et donc peut-être on va embaucher ou créer un poste d'avocat du diable, comme font certaines. Mais le jour où les mauvaises nouvelles arrivent, on ne veut plus entendre l'avocat du diable, et on a envie, au contraire, de tuer le messager. Donc il faut vraiment qu'il y ait des mécanismes en place d'engagement, de défense qui fassent qu'on ne puisse pas défaire ce qu'on a fait initialement, c'est-à-dire renvoyer l'avocat du diable. Et ce qui est intéressant dans la crise financière, c'est qu'il y avait des gens dont c'était le métier, c'était ce qu'on appelait les risk officers, les gens qui étaient censés être
évaluer les risques et prévenir quand on prenait trop de risques. Et la plupart des banques dans la crise financière soit sont passées outre à leur risk officer quand ils disaient stop, soit les ont renvoyés ou même ne les ont pas remplacés, les ont renvoyés puis ne les ont pas remplacés pendant plusieurs mois. OK. Donc ça nous amène au marché financier. Donc, j'ai mentionné le livre de Robert Shiller, Exubérance irrationnelle, un terme qui a été repris par Alan Greenspan. Et donc, l'idée que ce type de phénomène d'aveuglement se voit parfois dans les marchés financiers. Il y a toute une série de livres précédents, disons, qui racontaient à peu près la même chose. Alors, ce que je dois dire, bien entendu, c'est qu'en économie, ce n'est pas nouveau de s'intéresser aux marchés financiers, aux bulles spéculatives, etc. On a des modèles, des bons modèles, des modèles importants de bulles spéculatives, de ce qu'on appelle de phénomènes de troupeaux, de cascades informationnelles, etc., qui sont utiles, mais, à mon avis, auxquels il manque un élément, c'est ce degré d'aveuglement. Dans ces modèles-là, les gens se trompent, mais ils ne cherchent pas à se tromper. Ils se trompent parce que c'est difficile, ils se trompent parce que c'est difficile d'interpréter les signaux, c'est difficile de savoir ce que font les autres, ce que pensent les autres, etc. Mais il n'y a pas d'aspect émotionnel. Et donc là, ce qu'on voudrait, c'est utiliser ce genre de modèle pour introduire ces choses-là et en déduire des applications supplémentaires. Donc, il y a une version du modèle que je vais sauter là pour des raisons de temps, qui fait que ces phénomènes d'aveuglement collectif ou qui deviennent contagieux dans une entreprise d'un employé à un autre, d'un manager vers les employés, etc. On peut avoir ça aussi entre investisseurs. Si beaucoup d'investisseurs s'aveuglent, et continuent à investir quand ils ne devraient pas investir, eh bien, le marché, au lieu de baisser un petit peu, va subir un crash énorme parce que, premièrement, mettons, la demande était faible, ça c'était la mauvaise nouvelle, et les gens ont surinvesti, comme ils l'ont fait dans l'immobilier. Et face à ce crash ou à cette perspective de crash, les gens prennent peur et ne veulent pas y faire face. Donc, il y a une version du modèle qui engendre qui est là, voilà, qui engendre des phases d'euphorie et des phases ou d'exubérance et des crashs. Les croyances qui sont en cause ici sont des croyances motivées, c'est-à-dire que les gens préfèrent penser qu'ils vont devenir riches plutôt que de penser qu'ils vont tout perdre. Et plus il y en a qui pensent de cette façon-là, plus ça se répand. Une application que je vais mentionner, c'est que les ventes à découvert, c'est-à-dire les gens qui spéculent à la baisse, ça peut avoir un effet, justement un effet de Cassandre, un effet qui va dans le sens inverse. Ce sont des gens qui gagnent sur les mauvaises nouvelles, contrairement aux autres qui gagnent sur les bonnes nouvelles. Et on a vu que plus on est dépendant, plus on a des enjeux, plus on est dépendant du fait que les nouvelles soient bonnes et non pas mauvaises, plus on a tendance à croire que les nouvelles sont bonnes. À l'inverse, le fait d'avoir dans le marché des gens qui peuvent spéculer à la baisse, ça peut être un frein à ces phénomènes d'aveuglement collectif. Donc il faut faire attention si on essaye de réguler ce genre de stratégie. Alors, maintenant, essayons de trouver ou d'amener un peu d'évidence empirique qui se rapporte à ce genre de choses. Comme je l'ai dit, ça va être plus difficile que dans le laboratoire, mais on va prendre des données, en particulier des données financières ou des données d'entreprise ou des données financières individuelles, et on va inférer ce que pensent les gens à partir de ce que font les gens, de leur argent. Le premier papier qui a fait ça, c'est un papier de Chen, Rena et Xiong, c'est un de mes collègues à Princeton, sur la bulle financière et immobilière qu'on connaît tous. Donc voilà à quoi elle a ressemblé. Là, ce sont les prix de l'immobilier dans certaines villes des États-Unis.
Alors que je vois, donc en bas c'est Chicago, donc il y a une bulle. Après New York, c'est celle-là. Ça c'est la moyenne, et celle qui a eu la plus grosse bulle, c'est Los Angeles, c'est la Californie. Appréciation énorme, les prix ont été multipliés par 2,5, et puis ça s'est effondré. C'était une bulle nationale, c'est-à-dire que ça s'est passé à peu près au moment partout. Ça a démarré dans les années 2002. Ça a eu son pic dans les années 2005-2006, et puis le crash est arrivé et était à peu près fini en 2008-2009. D'accord ? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'habitude sur la crise financière liée à la bulle immobilière ? L'explication habituelle, ou l'explication la plus courante, y compris en économie, c'est ce qu'on appelle l'aléa moral. C'est-à-dire que les gens dans les banques ou les gens qui faisaient les prêts dans ces organismes de prêts avaient des mauvaises incitations du genre pile je gagne, face tu perds, qui les ont amenés à prendre trop de risques, à faire des prêts dont ils savaient qu'ils allaient ne pas être remboursés, ou à accumuler des créances sur ces prêts, ce qu'on appelle des mortgage-backed securities, des actifs indexés sur ces prêts, en sachant, encore une fois, que ça ne valait pas grand-chose, que c'était, comme on disait, des actifs toxiques. Et la raison pour laquelle ils étaient toxiques, c'était qu'on prêtait à des gens à qui on n'aurait pas dû prêter, on ne vérifiait pas s'ils avaient les revenus qu'ils déclaraient, etc. Donc c'est une interprétation, une explication basée sur, on va dire, la malfaisance de gens qui n'étaient pas forcément plus mauvais intrinsèquement que nous, mais qui avaient des incitations à mal se comporter et qui donc ont escroqué les gens qui n'auraient pas dû acheter ces maisons, les banques qui ont fait les prêts, les actionnaires de ces entreprises, etc. Alors, certainement, il y a eu de ça, c'est indubitable. Mais ce que montre cet article, c'est qu'il n'y a pas eu que ça, et qu'en fait, ça vaut la peine de se demander si c'était vraiment ça qui s'est passé. On ne sait pas ce que croyaient les gens dans les banques, les gens qui faisaient les prêts, les gens qui faisaient les paquets de prêts, ce qu'on appelle la sécurisation. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'ils pensaient vraiment ? L'idée très créatrice, c'est d'aller voir ce qu'ils ont fait avec leur argent, à eux, et en particulier ce qu'ils ont fait dans l'immobilier avec leur argent, à eux. Donc, ce qu'ont fait ces auteurs, c'est de repérer par une convention nationale, etc., 400 personnes qu'ils appellent des agents, non pas des agents de sécurité, mais des agents de sécurisation. Donc ce sont les gens dans les banques, dans les organismes de prêts immobiliers, etc., dans les banques d'investissement grandes et petites, qui font ces prêts, rassemblent ces prêts en des paquets, revendent ces prêts. Donc c'est toute l'industrie de ce qu'on appelait donc ces actifs adossés à l'immobilier. Et donc ils en ont repéré 400 qui allaient de vice-président à plus bas, etc., dans des grandes, dans des petites firmes. Et après, ils sont allés voir, parce que tout ça est public, est-ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait du point de vue de leurs propres actifs immobiliers ? Si vous pensez que l'immobilier va continuer à monter et que vous avez de l'argent, et ces gens-là ont de l'argent, il faut acheter encore, il faut acheter plus grand, il faut acheter une deuxième maison, etc. Si au contraire vous pensez que tout ça c'est pourri et que ça va se casser la figure, il faut vendre le plus possible. Allons voir ce qu'ils ont fait. Donc on va voir ce que ces gens-là ont fait du point de vue immobilier et on va les comparer, donc c'est un peu l'idée d'une expérience, à un groupe de contrôle. Un groupe de contrôle, on veut aussi des gens qui soient en quelque sorte riches et financièrement sophistiqués. Donc on prend deux groupes de contrôle. Le premier, ce sont des analystes financiers qui analysent les grandes entreprises du S&P 500, mais qui ne sont pas spécialisés dans le secteur immobilier, donc ils n'ont pas les enjeux, encore une fois, liés, ils ne sont pas dépendants du secteur immobilier. Et de même, des avocats, les avocats aux États-Unis sont en général très riches, qui ne se sont pas spécialisés dans l'immobilier. D'accord ? Donc on a un groupe de contrôle, en quelque sorte, et un groupe de traitement. Bien, ils n'ont pas été traités de façon exogène, mais ce sont des gens qui ont, en quelque sorte, toutes leurs billes, y compris professionnelles, dans le secteur immobilier. On va voir s'ils avaient des croyances différentes
On ne peut pas aller lire dans leur tête quelles étaient leurs croyances, mais on va aller voir ce qu'ils ont fait avec leur propre argent du point de vue de l'immobilier. Et c'est très instructif. Donc, est-ce qu'ils ont acheté bon, la plupart de ces gens-là avaient déjà une première maison, un premier appartement. Est-ce qu'ils ont acheté une deuxième ou un deuxième? La réponse est claire ici. Donc, on voit la propensité à acheter soit une deuxième maison, soit à vendre sa maison et en acheter une plus grande. Donc là, on voit les agents qui étaient eux-mêmes dans le secteur immobilier, qui vendaient ces prêts, qui faisaient ces prêts, qui faisaient des packages de ces prêts. On voit qu'ils ont beaucoup investi dans des plus grandes maisons, dans des deuxièmes maisons, etc., jusqu'au pic de la bulle. Et après, ils ont arrêté. Mais pendant toute la bulle, eux aussi, ils achetaient, ils s'agrandissaient, ils achetaient deuxième maison. À l'inverse, beaucoup plus que les analystes financiers ou les avocats qui n'avaient pas de billes, on va dire, dans le secteur immobilier, qui avaient beaucoup moins tendance à acheter des grandes maisons et pour lesquelles la tendance est devenue négative beaucoup plus tôt. D'accord ? Donc, comme on dit, voilà. Après, on peut voir, donc ça c'était les achats. Maintenant, les ventes. Qui a vendu quand? Alors, les plus malins, là, ce sont les analystes financiers qui commencent à vendre dès 2002. D'accord? Donc, c'est là que leurs ventes sont maximales. Ils vendent. Bon, puis après, ils vendent moins. Ensuite, les avocats se réveillent vers 2004 et commencent à vendre en 2004. D'accord? Ceux qui se réveillent en dernier, ce sont justement les agents de sécurisation, les gens qui travaillent eux-mêmes dans le secteur des prêts financiers de l'immobilier, dont la propensité à vendre diminue pendant toute la bulle, évidemment, puisqu'on a vu qu'ils étaient en train d'acheter, et c'est seulement en 2007 qu'ils se réveillent et qu'ils commencent à vendre massivement leur deuxième appartement, leur plus grande maison, etc. Donc, la recommandation classique de ce que les gens essaient de faire en finance, c'est acheter bas et vendre haut. Eux, ils ont acheté haut et ils ont vendu bas. Donc, c'est ils ont acheté haut et ils ont vendu bas. On va contrôler pour des tas de choses. Est-ce qu'ils avaient des accès différents au crédit, etc. Est-ce qu'ils étaient dans des régions différentes? Et le résultat de acheter haut et vendre bas, c'est qu'ils ont perdu beaucoup plus d'argent, eux, les spécialistes de l'immobilier, sur leur portefeuille immobilier à eux, que les deux groupes de contrôle, c'est-à-dire les avocats et les analystes financiers. Donc ça, ce n'est pas très compatible avec l'idée que c'était des gens qui avaient de l'information privée, de l'information privilégiée sur la bulle immobilière, qui savaient que ça allait se casser la figure, mais qui ne l'ont pas dit aux autres. Apparemment, c'est surtout à eux-mêmes qu'ils ne l'ont pas dit. OK. Deuxième élément là-dessus, il y a une autre étude par des gens de la Fed qui sont allés voir un peu les prédictions justement à l'intérieur de ces entreprises, de ces banques, etc. Que disaient les analystes sur le secteur financier à l'intérieur de cette banque. Alors d'abord, ce qu'on observe, c'est que la plupart de ces banques qui émettaient des obligations indexées sur l'immobilier, etc., ou des paquets de prêts, en fait, en ont gardé beaucoup sur leur bilan. Et donc, du coup, ont eu beaucoup de pertes. Alors, encore une fois, s'ils pensaient que c'était vraiment toxique, ils auraient dû s'en débarrasser le plus vite possible. Qu'est-ce qu'ils prévoyaient? Donc, on a les prévisions de leurs analystes, on peut aller voir. Leurs analystes ont assez bien compris ce qui se passerait pour la valeur de ces actifs s'il y avait une baisse du marché de l'immobilier. Donc, apparemment, ce n'est pas très difficile de faire le lien entre tant de pourcents disons, de décrue des prix de l'immobilier au niveau national et tant de pourcents de pertes en termes de centaines de millions ou de milliards sur ces actifs. Par contre, là où ils se sont trompés, en quelque sorte, c'est qu'ils ont mis des probabilités très faibles sur le fait que le marché de l'immobilier baisse, et ça, même une fois que les prix ont commencé à baisser. D'accord ? Donc, aussi bien les prédictions officielles qu'on voit à l'intérieur de ces banques et les agissements personnels des gens qui étaient dans cette entreprise suggèrent qu'ils croyaient qu'ils étaient trop optimistes, comme le dit Shiller, et ainsi de suite. Un autre papier là, sur lequel je suis tombé juste il y a quelques jours, qui est
qui est tout récent par une personne de Harvard. Donc là, encore un peu la même idée, mais après s'être intéressé aux gens qui travaillent dans les... aux gens qui travaillent à différents niveaux dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur des prêts à l'immobilier, dans le secteur de l'industrie financière qui est adossée, etc. On va aller voir directement les gens tout en haut, les directeurs généraux. D'accord ? Donc, cette personne, c'est une femme, a pris, encore une fois, pose la question, qu'est-ce qu'il savait, qu'est-ce qu'il croyait ? Est-ce qu'ils savaient que ça allait mal se passer et ils ont menti à tout le monde parce qu'ils avaient les incitations à le faire? Ou au contraire, est-ce qu'ils étaient eux-mêmes suroptimistes? Donc, comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette question? On rassemble beaucoup de données. Alors d'abord sur les banques dont ce sont les directeurs. Combien de prêts ils ont fait jusqu'à la crise, combien est-ce que la valeur de la banque a augmenté de combien, est-ce qu'elle a diminué de combien pendant le crash, etc. Donc il y a 184 banques et donc 184 CEO, 184 directeurs généraux sur lesquels elle a rassemblé des données. En fait, elle en a plus, mais elle a regardé surtout ici ceux qui n'avaient pas changé de directeur général pendant toute la crise financière. Et comme tout à l'heure, l'autre étude avait regardé ce que les gens faisaient avec leur argent du point de vue de leurs transactions immobilières, là, on va regarder ce qu'ils font du point de vue des actions qu'ils ont dans leur entreprise. Donc, le management, très souvent, une grande partie de leur rémunération, ce sont soit des actions de l'entreprise, soit des options, c'est-à-dire le droit d'acheter une action à un certain prix. Mais une fois qu'on les a, on doit les garder un certain temps, et au bout d'un certain temps, on a le droit de les vendre. Encore une fois, si on est optimiste, il n'y a pas de raison de les vendre. Au contraire, on va en accumuler encore plus. Si on est pessimiste, on va les vendre dès qu'on peut. Donc, on va construire des mesures de l'optimisme des directeurs généraux en regardant soit s'ils ont accumulé encore davantage de parts, d'actions et d'options de leur entreprise pendant la crise, pendant la période 2002-2005, pendant laquelle la bulle a monté en quelque sorte, ça serait un signe d'optimisme. Et aussi, est-ce qu'ils ont en quelque sorte... donc, pour certains d'entre eux, ils avaient ces options, c'est-à-dire ils avaient le droit de d'acheter une action à un certain prix. Et quand le prix de l'action, le prix réel augmente, évidemment, on a envie de l'acheter à un prix petit p, mettons 100, et de la vendre au prix plus élevé. Et donc là, on regarde en quelque sorte quand il y avait des gains en capitaux de l'ordre de 2/3, de 67%. Donc, normalement, et surtout si on est pessimiste, eh bien, on se dépêche dès qu'on peut d'utiliser son option, de payer petit p et d'empocher grand P. Par contre, si on pense que ça va augmenter encore plus, si on pense que le prix va augmenter jusqu'à 2 fois, 3 fois, etc., eh bien là, on garde son option, on n'utilise pas son droit à utiliser son option. Donc, sur ces CEOs, on sait ce qu'ils avaient comme option, on sait combien elles valaient, on sait combien ils auraient pu gagner en cashing in leur option, et on regarde est-ce qu'ils l'ont fait ou est-ce qu'ils les ont au contraire gardés. Et là, le message est un peu le même que la dernière fois. Donc ici, on va regarder dans la période avant la crise. On va classer les CEO en les 20% qui avaient le moins de stock dans leur entreprise, les 20% suivants, les 20%, etc., jusqu'aux 20% qui étaient le plus investis dans leur entreprise, ou le moins diversifiés, si vous voulez. Et on va voir ce qu'ils ont fait. Et donc là, on va voir ce qu'ont fait leurs banques. Donc ce qu'on voit, c'est que là où ils ont accumulé de plus en plus, c'est-à-dire plus on va vers la droite, plus donc du premier quintile jusqu'au 5e quintile, plus ils ont accumulé d'actions dans leur propre entreprise, d'actions et d'options de leur propre entreprise.
Attendez, est-ce que j'ai sauté quelque chose? Oui, c'est ça, voilà. Plus ils ont accumulé, donc du premier au cinquième quintile, plus la banque a fait de prêts immobiliers. D'accord? Plus la banque a fait de prêts immobiliers. Plus la banque s'est engagée dans l'immobilier, c'est ce que montre la courbe bleue. Et plus la banque s'est engagée dans l'immobilier, ou inversement, plus les CEOs étaient optimistes au sens d'accumuler des actifs, des parts de la banque, plus la banque a perdu d'argent. Ça, c'est le rendement pendant la crise 2007-2009, plus la banque a perdu d'argent. Deuxième exercice, là on ne voit pas très bien, mais il y a une relation positive, là ce sont toutes les banques avec leur nom. Ce qu'on voit, c'est que où est-ce que c'est que les CEOs, les directeurs généraux, ont le plus investi dans les parts de leur entreprise? Eh bien, c'est là où les prix immobiliers augmentaient le plus. Donc, encore une fois, s'ils pensaient que ces augmentations étaient des bulles, la dernière chose à faire, c'était d'acheter des parts de leur banque, alors que leur banque faisait de plus en plus de prêts immobiliers. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Donc là, pareil, là, on regarde statistiquement, pas juste un petit diagramme, mais bon, regardant juste la leçon. Avant la crise, plus le directeur général, le CEO, accumulait d'actions de l'entreprise, plus l'entreprise faisait de prêts immobiliers. Idem ici, plus le CEO gardait ses options au lieu de les vendre et d'encaisser de l'argent, sans doute en espérant que ça allait valoir encore plus, plus la banque a fait de prêts immobiliers. Et troisièmement, plus les CEO ont accumulé de parts dans leur banque, et donc plus les banques ont fait de prêts immobiliers, plus les banques ont perdu d'argent. D'accord ? Donc c'est un peu le même phénomène qu'on a vu tout à l'heure, où en quelque sorte les croyances des gens sont révélées par ce qu'ils font, et toutes les indications sont, ou en tout cas elles sont convergentes, qu'à différents niveaux, les gens dans ces banques, depuis les CEO jusqu'aux gens en dessous, pensaient que ça allait continuer à augmenter ou que ça n'allait pas baisser. Et donc c'est pour ça qu'ils accumulaient de plus en plus de maisons, d'appartements, de parts dans l'entreprise, alors que l'entreprise investissait de plus dans l'immobilier, etc. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui ressort de tout ça, donc de ces deux papiers, ou en tout cas de ce dernier-là? Donc on a essayé de distinguer entre les deux hypothèses sur les croyances ou les anticipations des chefs d'entreprise, en révélant ce qu'ils pensent par la façon dont ils choisissent de parier avec leur argent, de facto. On a vu que celles où ils étaient le plus optimistes, eh bien, elles ont eu beaucoup plus de 20 points de pourcentage, c'est-à-dire en quelque sorte passer de 20 à 40% ou de 40 à 60% de prêts immobiliers, et elles ont perdu beaucoup plus d'argent. Donc ça suggère de façon assez forte, évidemment ce n'est pas une expérience contrôlée, mais ça suggère de façon assez forte que l'optimisme ou le suroptimisme des dirigeants de ces banques a contribué aux expansions de crédit, de mauvais crédits, et à l'exposition à ces risques, et à exacerber les banques, et qu'eux-mêmes, en quelque sorte, en ont beaucoup souffert, puisqu'ils avaient accumulé, ou en ont souffert pas mal, puisqu'ils avaient accumulé de plus en plus de parts de la banque. D'accord. Donc les deux papiers montrent que certainement les questions de conflit d'intérêts, de problèmes d'agence, etc., traditionnels, sont réelles, mais qu'il y a lieu sans doute d'incorporer des éléments comportementaux, des éléments psychologiques aussi dans l'explication de ce qui se passe dans ces entreprises, dans ces banques, et en particulier de la crise. Et que sans doute ce n'est pas une question de mauvaise incitation ou de mauvaise croyance, c'est une question de mauvaise incitation et de mauvaise croyance. Et ce qu'on a vu avec les histoires de codépendance, etc. tout à l'heure, c'est que les deux se renforcent, et quand les gens ont des incitations très fortes sous forme d'options, etc., ben ça va justement leur donner des incitations psychologiques à ne pas vouloir voir les mauvaises nouvelles en face. Je vais commencer un petit peu sur l'idéologie, et puis donc, comme j'ai dit, je continuerai la prochaine fois. Donc, pour prendre un petit peu de recul, donc on a vu
les croyances individuelles sur ma santé, sur mon QI, etc., les croyances au niveau d'une entreprise, les croyances au niveau du marché, et maintenant on va voir les croyances au niveau du pays. Et donc ce que je veux faire là juste, c'est motiver un petit peu en montrant un peu de quelles croyances on parle et quels sont les puzzles à confronter en quelque sorte. Et donc ultérieurement, on verra un petit peu les explications de ces puzzles. Donc, prenons une question intéressante, au moins. Voilà la question. Le système de la libre entreprise et du libre marché est le meilleur système sur lequel on puisse baser le futur du monde. Voilà une opinion bien nuancée. Alors, ça serait intéressant de faire un survey ici, en demandant est-ce que vous êtes fortement d'accord, moyennement d'accord, fortement pas d'accord, etc. Alors, ça serait intéressant, mais ça serait évidemment un échantillon biaisé. Ce survey a été fait avec, je crois, 1 millier de personnes dans chaque pays, sur un ensemble de pays. C'est ce qu'on appelait le World Public Opinion Survey. Et voilà les résultats. Donc, croyance au marché, en gros, c'est le bleu, et non-croyance au marché, c'est l'orange. Qu'est-ce qu'on remarque? Les États-Unis, 71% de croyance au marché, ce n'est pas très surprenant. La Chine, 74% de croyance au marché, ça c'est intéressant. La Russie, seulement 43%. La France, seulement 36%. C'est le pays le plus anti-marché, le pays le plus sceptique sur les vertus du marché, et à l'inverse, peut-être le plus croyant dans les vertus du gouvernement et du secteur public. Puzzle. Regardons la France et l'Allemagne. Ça va presque du simple au double. Pourtant, ce sont deux pays voisins avec des structures économiques, des niveaux d'éducation très similaires, des économies très similaires. Comment se peut-il que les croyances soient si différentes d'un pays à l'autre? D'accord? Alors qu'en fait, ce sont des économies très similaires. Ces croyances-là ont une importance. On peut, par exemple, j'ai regardé là, c'est de façon très approximative, mais ces croyances se traduisent dans des différences de politique économique. Donc là, on a des indices de régulation du marché des produits. Plus c'est régulé, plus l'indice est élevé. Et ce qu'on voit, c'est que plus les gens croient au marché, moins c'est régulé. Donc en Angleterre, aux États-Unis, etc., en Allemagne, les gens croient pas mal au marché, donc il y a assez peu de régulation du marché des produits. En Turquie, en France, etc., ils croient dans l'autre sens, et donc il y a beaucoup de régulation. Pareil pour le marché du travail, un indice de rigidité des lois du marché du travail, et ici un indice de croyance dans les vertus du marché, pareil, une relation forte entre les deux. Donc, il semble que ces croyances se traduisent dans les faits, mais la question du coup, c'est d'où viennent ces croyances et comment est-ce qu'elles peuvent être aussi différentes entre pays assez similaires. Deuxième remarque, c'est que bien sûr, on sait qu'une corrélation n'est pas une causalité, donc peut-être qu'en fait, c'est l'inverse. Peut-être que ce sont les politiques ou les institutions, ou disons les politiques qui engendrent les croyances plutôt que les croyances qui engendrent les institutions. Ou peut-être que ce sont les deux qui se renforcent mutuellement. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on peut avoir, comme on avait tout à l'heure, des entreprises qui pensent d'une certaine façon et des entreprises qui voient la réalité d'une certaine façon et d'autres qui la voient de façon plus positive. On pourrait avoir ça de même au niveau d'un pays ou d'un électorat, etc. Donc on pourrait avoir des idéologies qui sont auto-réalisatrices, ou pas auto-réalisatrices, mais qui se reproduisent, des idéologies qui engendrent des politiques, qui engendrent des institutions, etc., qui elles-mêmes donnent des incitations à reproduire l'idéologie. Donc, c'est un peu l'idée. Les croyances sociales, en particulier sur la politique, sur l'économique, influent sur les politiques, sur les institutions, etc., marché des biens, marché du travail, mais aussi d'autres,
Philippe a écrit sur les problèmes de trust et de régulation. Et à l'inverse, étant donné qu'on qu'on fonctionne dans certaines institutions, dans certains contextes économiques et sociaux, on a, comme on l'a vu jusqu'à présent, des incitations à croire certaines choses plutôt que d'autres, à la fois pour des raisons de motivation et pour des raisons de, on va dire, de confort affectif. Une citation ici qui est assez jolie de Douglass North, puisqu'on parlait du rôle de l'histoire, un historien des idées, un historien économique qui parle des constructions mentales des participants à la société qui vont tendre à rationaliser la structure sociale qui existe. Donc ça peut être gouvernement, marché, ça peut être autre chose. Et en particulier, qu'est-ce que ça veut dire rationaliser? Ça veut dire expliquer pourquoi ça ne marche pas. Ben, c'est qu'il y a d'autres raisons. C'est en quelque sorte rationaliser. Donc bien que ça ne marche pas, on va trouver des raisons pour lesquelles on va rationaliser que c'est bon ou que c'est meilleur que les alternatives. Et donc là, la boucle se ferme. Le résultat, c'est que l'économie va développer des institutions ou des politiques qui renforcent les croyances et les organisations existantes. D'accord ? Donc, les gens font face à certaines institutions, organisations, incitations. Ils développent des croyances qui les rationalisent. Une fois qu'ils ont ces croyances, ben, on va reproduire les institutions. Okay ? Donc, ça va être un peu l'idée de cette application aux croyances collectives dans le domaine de l'économie politique. Et je vais finir par un autre exemple. Donc j'ai un modèle là-dessus, mais je vais finir par un autre exemple qui est sur les croyances sur l'inégalité. Voilà un sujet encore une fois à la mode. Donc là, une autre survey internationale qu'on appelle le World Value Survey, qui est très utilisé. Donc pareil, je vais vous poser des questions et vous allez mentalement en répondre, parce qu'on n'a pas le temps de faire vraiment un survey. Est-ce que je suis d'accord, pas d'accord, de 1 à 10, etc. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des pauvres et des riches ? Dans quelle mesure est-ce que vous êtes en accord ou en désaccord avec le fait que, à long terme, le travailler dur, ça paye? Ou au contraire, travailler dur, en général, ce n'est pas vraiment la clé du succès. Ce qui compte, c'est la chance et les connexions parentales, sociales, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens dans ce pays qui sont pauvres ? Est-ce que vous pensez plutôt que c'est parce que la société les traite mal, de façon injuste, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont paresseux et qu'ils manquent de volonté ? On revient d'ailleurs à cette histoire de volonté, de motivation qu'on avait vue dès le début. À votre avis, est-ce que les gens qui veulent s'en sortir peuvent s'en sortir, ont une chance de s'en sortir, ou n'ont pas de chance de s'en sortir? D'accord ? Donc, ce sont des questions qui ont été posées, encore une fois, qui sont posées régulièrement à des milliers de personnes dans la plupart des pays. Voilà le résultat. Pour une d'entre elles, la croyance que c'est la chance plutôt que l'effort qui compte, en moyenne. Et puis, on la met en regard avec le degré de dépenses sociales, dépenses d'assurance, chômage, assurance maladie, chômage, etc. Et on voit d'une part qu'il y a encore une fois des très grosses différences sur la façon dont les gens perçoivent le monde. Est-ce qu'ils pensent que c'est l'effort ou est-ce qu'ils pensent que c'est la chance et les connexions? Qu'il y a certains pays qui sont à peu près où on les attend, comme par exemple aux États-Unis, les gens sont à peu près 2 fois plus susceptibles de penser que l'effort paye qu'en Europe. À l'inverse, dans les pays nordiques qui font beaucoup de redistribution, on attribue beaucoup plus de rôle à la chance, aux connexions sociales, etc. Et qu'il y a une relation très forte entre ces croyances. Alors là, j'en ai pris une, c'était la chance, mais vous pouvez prendre les autres, ça donne le même résultat. Ces croyances dans la chance comme versus l'effort comme déterminant on va dire, du revenu ou
la qualité de vie des gens et ce que fait le pays. D'accord ? Et encore une fois, la question est pourquoi des croyances si différentes par exemple, je sais pas, oui, déjà entre États-Unis et Canada, c'est intéressant, entre Hollande et Allemagne, entre Hollande et France, etc. Et est-ce que ce sont les croyances qui déterminent les politiques? Sûrement, puisque les gens votent leurs croyances, mais à l'inverse, d'où viennent ces croyances? Okay. Dernier point, c'est que là, on a regardé les différences de pays à l'autre. Si vous regardez à l'intérieur d'un pays, mais ça, je le montrerai la prochaine fois, enfin la prochaine fois, si je veux savoir si quelqu'un est pour plus de redistribution ou moins de redistribution, et que j'ai le droit de leur poser une question, mais évidemment pas la question « est-ce que vous voulez plus ou moins de redistribution ?», je peux leur demander, par exemple, « combien gagnez-vous » Je peux regarder si c'est un homme ou une femme, combien ils ont d'éducation, aux États-Unis, blanc ou noir, toutes ces choses-là prédisent. Ce qui prédit le plus, la question que je voudrais poser, si je pouvais la poser, ça serait celle-là. Donc, et ce qui veut dire aussi qu'au sein même d'une catégorie sociale, au sein même des hommes et des femmes, des noirs et des blancs, des riches et des pauvres, il y a des différences de croyances considérables sur le rôle que joue dans la vie, dans le succès social et économique, l'effort versus la chance, la volonté ou le manque de volonté, etc. Okay. Donc, et par ailleurs, ces différences de croyances, de pays à pays, ne sont pas justifiées par la réalité. Donc c'est là qu'on retourne vers les croyances qui sont distordues. C'est-à-dire que si on regarde ce qu'on fera plus tard, les différences de mobilité sociale entre pays, ben, elles ne correspondent pas du tout à ces croyances qu'ont les gens. Donc les gens ont des croyances fausses, et on va même voir systématiquement fausses d'un pays à l'autre sur la mobilité et ses déterminants. Et ces croyances sont fortement corrélées avec les politiques. Et donc on va s'intéresser encore une fois à cette idée que les croyances influent sur les politiques et les institutions, et inversement, et que donc du coup ça fait des espèces d'équilibres multiples, des espèces d'états stationnaires idéologico-économiques dans lesquels on peut se retrouver. Il reste, je crois, juste quelques minutes, donc je vais vous remercier de votre attention et puis demander s'il y a des questions.